Hello les illustros et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Podcast. Le Petit Podcast, qu'est-ce que c'est pour rappel ? Eh bien c'est tout simplement un podcast qui dure moins de 15 minutes, où dans la première partie, je vous parlerai d'un film du présent ou du passé, et où dans la deuxième partie, je vous parlerai d'une news concernant le cinéma. Au menu aujourd'hui, mes chers illustros, dans la première partie, il sera question du tout premier film en tant que réalisateur de Florent Bernard, a.k.a. Flaubert, mais qui n'est pas le tout premier film en tant que scénariste de Florent Bernard. J'y reviendrai un petit peu après. Je suis en train d'activer le mode Feldup, en mode on va mettre ça de côté, je sais pas si vous avez la ref, ça se trouve j'ai bidé, ça se trouve je vous ai fait rire, je n'en sais rien. Mais sinon dans la deuxième partie on parlera de l'un des trailers les plus attendus de l'année, et ça y est, il est enfin sorti. Dans la deuxième partie je vous parlerai ni plus ni moins du trailer de Joker Folie à 2. Sur ce les cocos, c'est parti pour notre film du jour, à savoir Nous les Leroy. Putain, vous êtes grands, faites les grands à un moment. Comment on est censé faire, nous, si vous faites pas les grands? Faut pas que tu regrettes ce week-end. C'était peut-être pas une si mauvaise idée. Je peux me permettre un conseil? Mordez le volant. Moi, quand je suis énervé, je fais ça, je mords le volant. Comme ça, allez-y, fort, très très fort, et on mord. Oh, le cri est terrifiant. Alors, avant de commencer mon argumentaire sur Nous les Leroy, qui c'est le réalisateur de ce film ? Florent Bernard, a.k.a. Flaubert. Florent Bernard est un acteur, auteur, réalisateur et scénariste, ayant notamment pas mal de fois bossé pour Golden Moustache. Je pense qu'on connaît tous et toutes cette chaîne qui a proposé de nombreux sketchs au fil des ans, des sketchs qui d'ailleurs pour la plupart sont excellents. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, je vous invite à aller checker. Mais Florent Bernard, ce n'est pas que Golden Moustache, c'est également le merveilleux Floodcast, c'est aussi l'un des scénaristes de la série Bloqué avec Orelsan et Gringe, que j'adore. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller checker, c'est juste merveilleux. C'est également le créateur et scénariste de cette merveilleuse série du studio Bagel, a.k.a. Groom. Vraiment, n'hésitez pas à aller regarder cette série. En plus, il me semble que maintenant, elle est gratuite sur YouTube. C'est rempli d'humour, vraiment, c'est à crever de rire. Mais en plus de ça, c'est rempli d'émotions. Et j'avoue que quand j'avais fini la série, j'étais un peu triste de plus me dire que j'allais retrouver ces personnages encore une fois. Florent Bernard a également créé la série Pitch sur Canal+, il a été auteur d'une BD franco-belge, à savoir Oli et l'Alien, il a été scénariste sur La Flamme et le Flambeau avec Jonathan Cohen, il a bossé sur le spectacle d'Aslem Smida, à savoir Voir les gens, et aussi il a été scénariste sur Jack Mimoun et les secrets du Valverde, qui est un film que je ne porte pas trop dans mon cœur, mais après ce n'est pas non plus une honte. Et enfin, et surtout, il a été scénariste sur cet excellent film d'horreur, cet excellent film de bébête qu'on n'aimerait pas croiser dans notre vie, à savoir Vermine, sorti en 2023, réalisé par Sébastien Vanitschek. Et pour la petite anecdote, si vous ne le saviez pas, Vermine a tellement plu à Sam Raimi, papa d'Evil Dead, papa de la trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire, bien Vermine lui a tellement plu à ce bon vieux Sam, que ce bon vieux Sam est allé voir Sébastien Vanitschek et Florent Bernard, et il leur a dit « Les gars, le prochain Evil Dead, il est pour vous ». Et ça, je trouve ça complètement ouf, pour plusieurs raisons. La première, c'est que Florent Bernard est un auteur extrêmement talentueux, est un auteur extrêmement polyvalent, comme vous avez pu l'entendre. J'ai conscience que vous résumez tout ce qu'il a fait, ça faisait un peu page Wikipédia, mais c'était surtout pour que vous vous rendiez compte à quel point, ouais, c'est un auteur qui brille, c'est un auteur qui est extrêmement talentueux, extrêmement polyvalent et qui est très important. Et la deuxième raison qui me fait dire c'est complètement ouf le choix de Sam Raimi et c'est beaucoup trop bien, c'est que Florent Bernard, comme vous avez pu l'entendre auparavant dans ce podcast, c'est un gars d'internet, c'est un gars qui vient de la création internet en France, et me dire qu'il va finir aux rênes du prochain film Evil Dead, je suis désolé, mais alors la fierté, hein. Alors là, je suis fier, hein. Vraiment, GG Flaubert. Et dire qu'il vient de la création internet française et qu'il va finir sur un gros film assez hollywoodien, c'est pas rabaissant. Je dis pas ça pour le rabaisser, au contraire. Ça y est, la création internet française, mais comme de tout pays, est enfin reconnue comme de la pure création. C'est de la création qui se vaut, comme la création cinéma. Ça y est. C'est plus en mode Thierry Ardisson. Non, la création internet, française ou de tout pays, est enfin reconnue comme de la pure création. Une création qui est belle, une création qui est riche, une création qui peut apporter des choses à l'être humain. C'est une création qui est porteuse d'espoir. Et le fait que ça y est, Florent Bernard a enfin pu réaliser son film, scénariser son film de cinéma, je trouve ça
extrêmement porteur d'espoir. Je trouve ça absolument magnifique. Mais alors, qu'est-ce que ça vaut ? Nous les Leroy. Mais avant d'enfin plonger dans l'argumentaire de ce fameux film, un petit résumé s'impose. Sandrine Leroy annonce à son mari Christophe qu'elle veut divorcer. Leurs enfants ont bientôt l'âge de quitter la maison. Dans une opération de la dernière chance, aussi audacieuse qu'invraisemblable, Christophe organise un week-end pour sauver son mariage. Un voyage passant par les endroits clés de leur histoire, de leur famille. Un voyage qui ne va pas être de tout repos. Et donc c'est un film avec dans les rôles titres José Garcia et Charlotte Gainsbourg, mais également Lily Aubry et Adrienne Holm. Après, on peut aussi retrouver des copains du net comme Adrien Méniel ou encore Jérôme Niel. Et le film est absolument merveilleux, mais est-ce étonnant quand on connaît le talent de Flaubert. Dans un premier temps, c'est merveilleux parce que tous les personnages qui sont présents à l'écran sont parfaitement caractérisés dès la scène d'intro. C'est d'une force en termes d'écriture et surtout d'un talent que, au bout de même pas 3 minutes, tu te dises « Ok, ce personnage, il est comme ça, il pense ci, il pense ça », c'est d'une force, c'est d'une efficacité, c'est très prometteur pour la suite du film. D'ailleurs, cette scène d'intro, revenons à elle quelques petites secondes, là, en termes de mise en scène, ça tente également beaucoup de choses, puisque cette famille, ces personnages, vont être très bien caractérisés, surtout grâce au son, et pas n'importe quel son, le son de répondeurs téléphoniques, puisque toute cette scène va s'articuler autour de messages sur des répondeurs téléphoniques. Et grâce à ces messages sur des répondeurs téléphoniques, et ça fait beaucoup de fois que je dis répondeurs téléphoniques, eh bien on va comprendre tout l'état d'esprit, on va comprendre l'ambiance de départ de cette famille et l'ambiance de fin de cette famille. Comment cette famille a fini par ne plus communiquer, alors qu'avant elle communiquait énormément, elle était très joyeuse, mais maintenant elle est plus morne, elle est plus terne. Cette scène d'intro qui, de par l'écriture, de par la mise en scène, résume parfaitement l'un des propos majeurs du récit, à savoir pourquoi on n'arrive plus à communiquer. Pourquoi dès qu'on veut s'avouer des choses, dès qu'on veut dire des choses importantes à l'autre, ça finit sur la messagerie. La messagerie que personne n'écoute. Sans déconner, c'est l'une des scènes d'intro les plus efficaces que j'ai vues depuis longtemps. Mais alors, est-ce que le reste du long métrage est tout aussi efficace que cette fameuse scène d'intro ? Eh bien oui, totalement. Parce qu'il y a quelque chose dans l'écriture, dans le phrasé des personnages, dans l'interprétation des personnages, qui va servir un rythme mais alors remarquablement tenu. Le film dure 1h43 et tu ne t'ennuies pas une seule seconde, tout simplement parce que Flaubert a une intelligence à l'écriture et à la direction d'acteurs concernant le rythme. Au tout début du film, tu te dis « Ouah, ça enchaîne punchline sur punchline ». C'est satisfaisant, mais peut-être que par la suite, le fait qu'il n'y ait que des punchlines, ça va créer une chute de rythme. Eh bien non, parce que Flaubert, à l'écriture, à la direction d'acteurs, va continuellement casser ce rythme pendant un bref instant pour ensuite le redémarrer et le renouveler surtout. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire à l'écriture et à la direction d'acteurs, ou encore même à la mise en scène si on veut pousser un petit peu plus loin. Mais si vous regardez tout ce qu'a fait avant nous les Leroy Flaubert, c'est quelqu'un qui s'y connaît là-dedans. C'est un maître du rythme. Et je vous jure, pour avoir regardé pas mal de ses créations, j'admire comment ce gars crée du rythme, comment ce gars réinvente du rythme. Vraiment, ça me passionne. Mais au-delà du rythme, même si c'est un petit peu le même mot, Flaubert, c'est quelqu'un qui gère extrêmement bien le tempo, et surtout le tempo comique. Je ne compte même plus le nombre de fois où j'ai rigolé devant nous les Leroy. Notamment durant la scène avec Jérôme Niel, où l'écriture va constamment se réinventer pour te raconter une nouvelle chose à chaque fois, notamment à la scène avec Adrien Méniel, où c'est très drôle, mais en même temps, il y a un fond un petit peu amer, et en fait, c'est ça, nous les Leroy. C'est un film qui est très drôle, faut se l'avouer, il y a vraiment des scènes en termes d'humour qui marchent extrêmement bien, mais il y a toujours un fond amer, il y a toujours un fond qui est douloureux. Et ce fond-là, c'est évidemment le divorce de ces deux personnes-là, et ça va être mon dernier point. Je trouve que la manière dont est écrit, géré, questionné la question du divorce dans ce film est absolument sublime, parce qu'on va avoir ce personnage interprété merveilleusement bien par José Garcia qui va continuellement être en recherche de sens, de pourquoi ma femme ne m'aime plus, quelle est la raison. Et du coup, il va s'imaginer énormément de choses qui vont se révéler très souvent fausses, voire complètement absurdes, et on va avoir le personnage interprété par Charlotte Gainsbourg qui va plus subir son mari, subir les décisions de son mari, les questions de son mari, parce que la réponse, c'est que il n'y a pas forcément de raison. Et en plus de trouver ce message
vrai, je le trouve vraiment profondément vrai, je le trouve sublime. Parce que oui, par moment, on est en relation, et tout d'un coup ça s'estompe, et il n'y a pas forcément de raison à cela. Le film va garder, il va te donner des indices, mais il va garder quand même un certain flou sur les raisons de la décision de Charlotte Gainsbourg, parce que c'est ça le propos majeur du film, c'est que quand les sentiments partent, il n'y a pas forcément de raison. C'est comme ça. Il faut pas s'accrocher, vouloir tout sauver à tout prix pour des souvenirs passés. Non, il faut avancer. C'est justement le fait que le personnage de José Garcia s'attache à fond à des souvenirs passés, veut absolument sauver son couple sans réellement comprendre le pourquoi du comment, ça ne marche plus. C'est justement ça qui, entre guillemets, détruit pendant un temps toute sa famille, alors que lui pense la sauver avec ça. Je trouve que en termes de propos, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement fort, c'est extrêmement touchant, parce que oui, le film a des scènes qui peuvent faire pleurer. Je pense notamment à la scène finale entre José Garcia et Charlotte Gainsbourg, qui se situe dans leur cuisine. C'est peut-être pas la scène finale, mais en tout cas, c'est l'une de leurs dernières scènes. C'est d'une beauté, c'est véridique. Voilà, c'est véridique. Nous les Leroy, c'est un film qui est extrêmement universel, parce que je pense qu'il peut toucher beaucoup de gens. Mais en plus de ça, c'est un film qui ne te ment pas. Alors certes, ça va pas forcément te caresser dans le sens du poil, ça va pas forcément être agréable comme message, surtout si actuellement tu es dans une situation difficile avec ton amoureux, ton amoureuse, mais c'est un film qui ne te ment pas, c'est un film qui est vrai, c'est pas un film qui te veut du mal. Voilà. Et donc voilà, Nous les Leroy de Florent Bernard, avec notamment José Garcia et Charlotte Gainsbourg, c'est absolument merveilleux, c'est un film important, c'est un film porteur d'espoir pour les créateurs du net. S'il vous plaît, allez voir ce film. Vraiment, il est actuellement en salle et il est merveilleux. Maintenant, on passe au deuxième sujet de cette émission. What the world needs now is a love, sweet love. It's the only thing that there's just to live love. Ça y est, les Illustros, le trailer tant attendu de Joker 2, aka Joker Folia 2, est disponible sur les réseaux. Et bien entendu, je l'ai vu, et bien entendu que j'ai un avis dessus, et bien entendu que je vais vous le partager. 3 fois que je dis bien entendu. Tout d'abord, je tiens à rappeler que je suis un énorme fan du premier opus réalisé par Todd Phillips. Todd Phillips qui revient pour cette suite, et je suis très content parce que j'avais beaucoup aimé l'approche qu'il avait eue en termes de mise en scène et tout ce que racontait Joker premier du nom. Parce que au-delà d'être un film social, ça on l'avait tous et toutes compris, c'est surtout un film qui selon moi ouvre au cinéma. Joker premier du nom n'est absolument pas subtil dans ses références de mise en scène. Bien entendu que ça cite notamment le cinéma de Martin Scorsese, mais en fait j'y voyais un geste noble. Joker, c'est quand même un film qui se base sur l'un des personnages les plus connus de l'univers d'ici, mais surtout l'un des personnages les plus connus de la pop culture. Et le fait qu'ils soient arrivés avec un film extrêmement sombre, assez froid, inspiré de fou du cinéma de Martin Scorsese, je trouve ça super couillu et super intéressant. Loin de moi l'idée d'être prétentieux, d'être méprisant, mais je pense que pas mal de personnes qui sont allées voir le film Joker étaient fans du personnage à la base, étaient fans des comics d'ici, mais pas forcément fans du cinéma de Martin Scorsese. Donc le fait que le film soit extrêmement inspiré du cinéma de Martin Scorsese, peut-être que ces gens-là, qui n'avaient pas vu le cinéma de Martin Scorsese, se sont renseignés et ont vu plein de gens dire « Eh, c'est vachement inspiré du cinéma de Martin Scorsese !» Et du coup, après, ils sont allés voir le cinéma de Martin Scorsese. Pour moi, Joker 1, c'est un film qui ouvre au cinéma. Joker 2 va être également la même chose, mais concernant le cinéma comédie musicale. Encore une fois, dans ses références, ça ne va pas être subtil, mais c'est pas grave. Au-delà du fait que je trouve ça extrêmement couillu qu'un blockbuster à 200 millions de patates soit adapté de comics et soit une comédie musicale, je trouve que ce film sera important. Parce que, encore une fois, comme Joker 1, il va ouvrir à une certaine tranche du grand public un certain style de cinéma qu'ils ne connaissent pas forcément. Les films Joker, c'est des films qui ouvrent au cinéma. Ça peut paraître prétexte, mais moi je trouve ça super intéressant et super couillu. Donc voilà, et puis en plus ça a l'air magnifique visuellement, ça a l'air très bien joué, ça a l'air de pas mal renouveler l'univers du premier. Bref, je suis extrêmement intrigué. Et sur ce, j'espère que cet épisode du petit podcast vous aura pu intéresser et divertir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. Mes réseaux sont en description. Je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut!